Allez, on vous reparle des impôts cette saison. Comment optimiser son impôt sur la fortune immobilière? Réponse avec Maître Jérôme Barré. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, avocat associé chez Barré Associés, au carré. Déjà, plus sérieusement, quel calendrier? Le calendrier, on le rappelle, à respecter pour cette campagne de déclaration d'impôt sur la fortune immobilière. C'est le même timing maintenant, c'est ça, si j'ai bien compris, oui, que la déclaration d'impôt sur le revenu. Il n'y a plus cette date du 15 juin là. Oui, autrefois, il y a très longtemps, c'était le 28 février pour l'impôt sur le revenu. Tradition et modernité. Et nous avions également l'ISF qui était au 15 juin. Il fait bien Chirac. Pour les résidents. Ça je ne sais pas. Mais donc maintenant, c'est par zone et par département, on l'a évoqué l'autre jour. Le 26 mai, le 1er juin, le 8 juin selon les zones, consultez la zone dans laquelle vous êtes. Et au pire, le 20 mai, pour ceux qui ne seraient en fin de déclaration papier, on leur dit c'est le 20 mai. On veut favoriser la déclaration électronique. Et on part du principe que dès lors que vous avez une plug électronique, dès lors que vous êtes branché sur Internet, vous devez respecter. C'est l'engagement que... Quand Maître parle de l'autre vidéo, parce qu'elle est à retrouver évidemment sur Boursorama, on évoquait il y a une semaine la déclaration d'impôt sur le revenu, là c'est le pendant avec l'impôt sur la fortune immobilière, même si ça concerne évidemment moins de monde. On rappelle juste le seuil de déclenchement à ne pas confondre avec le seuil d'imposition. Exactement. Le seuil de déclenchement, c'est un actif net supérieur à 1,3 million. Net de dette. Net de dette, hein. C'est l'actif moins les passifs. Clac, et les passifs déductibles, on arrive à 1,3 million. En revanche, on est taxé dès 800 000 euros. Oui. C'est-à-dire qu'à 1,3 million, on déclenche et on a une franchise, si je puis dire, de taxation. Et à partir de 800 000 euros, on est taxé. Et on est taxé au-delà de 10 millions d'euros à 1,5 million. Oui, mais oui, 1,5 million, c'est l'équivalent. Non, par tranche de 10 millions, ça fait 150 000. Oui, c'est pas neutre. Oui, pardon, exact. Il sait compter en plus. Seules les personnes physiques sont assujetties à l'ISF, mais c'est une évidence. Oui, oui, c'est une évidence, mais il y a des pays où, par exemple, au Luxembourg, vous avez ce qu'on appelle un impôt de capital, qui équivaut à un ISF et qui est prévu sur le capital. En France, ce ne sont que les personnes physiques, absolument. On regarde le patrimoine donc immobilier. Oui. Mondial, si tant est qu'on ait des avoirs immobiliers. Alors, le principe français, c'est qu'on est imposé comme à l'impôt sur le revenu sur son patrimoine mondial, revenus mondiaux pour l'impôt sur le revenu, IFI, sur ses actifs immobiliers mondiaux. Une particularité, c'est que si vous avez été longtemps à l'étranger, ou si vous venez de l'étranger, vous avez un régime spécifique qu'on peut appeler régime des impatriés. Donc, vous n'avez pas séjourné en France pendant 5 ans. Les actifs immobiliers qui sont en France ne vont pas être taxables avant, finalement, la 6e année de votre retour en France. Donc il faut longtemps que ça existe. Alors ça existait depuis très longtemps déjà, ça existe depuis longtemps certes, et ça existait déjà bien avant, c'était le cas de la Convention franco-américaine. D'accord. Quels sont les biens immobiliers qui restent, qui rentrent ou qui ne rentrent pas dans l'assiette taxable? Les biens immobiliers, c'est tous les biens immobiliers dont vous êtes le propriétaire, directement ou indirectement. C'est là où il faut également faire attention. Ce système est un tout petit peu plus dur, si je puis dire, que dans le passé, puisqu'on va rechercher si vous avez des participations, si vous détenez des titres de société, que ces sociétés elles-mêmes détiennent des participations, des titres de société, et ainsi de suite. On va les tracer. Hein, c'est comme des tracking shares, mais là c'est du tracking real estate IFI, et on va les tracer les moindres immobiliers qui est au fond de ces structures, pour autant que cet immobilier ne soit pas un immobilier qui est nécessaire ou utilisé par la société dans le cadre de son activité économique. Vous avez tout ce qui est part de société civile, vous avez tous les droits immobiliers, c'est-à-dire le droit de l'usufruitier ou le droit du nu propriétaire. Hein, vous savez que là, il y a une petite particularité, c'est qu'en principe, l'usufruitier paie l'IFI pour la totalité, sauf dans un cas où quand vous avez ce que l'on appelle l'usufruit ou le démembrement légal à l'issue d'une succession et que vous n'avez rien fait, à ce moment-là, il y a une répartition entre le droit de l'usufruitier et le droit du nu propriétaire en fonction du barème du fameux article 669 en fonction de votre âge. Quand vous êtes très jeune, par exemple, et que vous avez entre 50 et 60 ans, c'est 50% de valeur de l'usufruit, 50% de valeur. Mais c'est bien sur les usufruitiers qui payent l'IFI, non pas le nu propriétaire, non? C'est la règle générale et ça continue toujours, sauf dans ce cas-là. Alors c'est bien oui, parce qu'en pratique, il est censé avoir un peu d'argent pour payer son IFI, puisqu'il reçoit, son revenu. Et qu'est-ce qui ne rentre pas dans l'assiette taxable pour le coup? Dans ce qui rentre aussi, tiens, il y a tout ce qui est part de fonds. Alors tout ce qui est part d'OPC, de SICAV, etc. Également, par exemple, vous avez la possibilité, même il y a des contrats spécifiques en matière d'assurance vie qu'on appelle les contrats ACAV ou ACAVI. Vous avez la possibilité d'avoir de l'immobilier au travers d'un contrat d'assurance vie. Vous n'êtes pas propriétaire pour autant du contrat d'assurance vie. Enfin, vous êtes propriétaire d'une créance sur la compagnie, mais c'est bien la compagnie qui est propriétaire de ses actifs immobiliers. Et bien pour autant, on va considérer dans les contrats de capi ou dans les contrats d'assurance vie que la partie immobilière va être taxée à due concurrence de son actif net, on va dire.
Donc quasiment tout ce qui est immobilier. Tout ce qui est immobilier rentre dedans, sauf l'immobilier qui est affecté à de l'opérationnel, on va le dire comme ça. Ok. Et sauf les péniches. J'ai vu ce truc passer, non mais j'ai vu quoi, que quand on est propriétaire ou qu'on je sais pas si c'est pas de grand pied, ou quand on vit. Hein, vous n'avez pas de grand pied, vous me parlez de péniche. Les péniches. non mais sérieusement, quand on a une Hollandaise, certains disent une Hollandaise d'ailleurs, plus qu'une péniche, le tribunal de Nanterre vient décider que... Tout récemment, là, au mois de mars, alors il y a une petite ambiguïté, ou il y a une petite licence, c'est qu'on a considéré... D'abord, on a considéré que quand vous aviez quand vous achetiez une péniche et que vous la revendiez, vous aviez droit au bénéfice de l'exonération pour résidence principale, au titre de la plus-value, ce qui était intéressant. Vous payez une taxe foncière, donc on a pu considérer, ou on a pu imaginer qu'il en allait de même pour l'IFI, sauf que le sujet a été contesté et que le tribunal de Nanterre, dans sa grande sagesse, a décidé, alors on verra quelles en sont les conséquences, notamment au regard de l'impôt sur le revenu, mais a décidé que c'était un bien immeuble, dès lors qu'on peut la déplacer, un bien meuble, pardon, dès lors qu'on peut la déplacer. Or, vous savez qu'une Hollandaise, régulièrement, on doit la sortir de l'eau, on doit la nettoyer, on doit la déplacer, s'il y a une crue, on va pouvoir la... Donc c'est un bien meuble. Comme c'est un bien meuble, il ne rentre pas dans l'assiette de l'IFI. Voilà. Et que la définition qui est donnée par l'article 965, justement pour savoir quels sont les biens qui rentrent dans l'IFI, n'est pas assez précise, ou ne définit pas. Et Mais c'est le tribunal de Nanterre que dit l'administration. Alors l'administration, on va attendre ce qu'elle... l'administration n'était pas d'accord. On va voir ce qu'elle va dire. On n'a pas regardé, enfin on a regardé, mais on est encore dans les délais. C'est peut-être un peu tôt pour savoir si l'administration se pourvoit. J'aurais tendance à dire qu'elle se pourvoit. Mais la conséquence, c'est que si jamais on va jusqu'au bout du sujet ou qu'elle ne se pourra pas, elle pourra dire à ce moment-là, est-ce qu'on doit bien considérer que la tolérance que j'admettais pour la résidence principale va se maintenir, ce qui veut dire on a 1,5 d'ISF versus une absence de plus-value sur la péniche. Est-ce qu'on aurait eu raison de faire un contentieux de ce type? Je ne sais pas. Bon, je pose la question. Ça ne concerne pas tout le monde évidemment, mais on voulait en parler parce que notamment la presse l'a beaucoup évoqué. Comment est-ce qu'on évalue correctement son patrimoine immobilier et qu'est-ce qui se passe si d'aventure on devait le sous-évaluer? Alors vous parliez tout à l'heure d'optimisation. Je crois que l'optimisation, elle consiste à être dans des valeurs justes. Pourquoi? Parce que vous défendez mieux le patrimoine que vous connaissez, et la valeur juste d'un bien immeuble, c'est la valeur dans un marché. Vous ne savez pas toujours très bien ce que ça veut dire, puis vous n'êtes pas contribuable, et même avocat fiscaliste, vous n'êtes pas spécialiste de l'immobilier, au sens où vous n'êtes pas un évaluateur. Néanmoins, ce qu'il est important, c'est d'avoir une valeur moyenne, qui est une valeur défendable. Et cette valeur défendable, elle va être utile parce que, d'une part, vous allez la retrouver à plusieurs étapes. Vous la retrouvez au moment de l'IFI. Vous voulez vendre un bien que vous avez sous-évalué à l'IFI, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous avez une succession qui intervient, vous avez des donations. Donc il vaut mieux être très cohérent sur ces aspects-là. Et je pense que l'optimisation, elle ne consiste pas à très sous-évaluer un bien, mais je veux dire à lui donner une valeur ordinaire. Vous n'avez pas forcément le meilleur bien, mais ça c'est comme les foires à tout. Vous savez, vous voyez la commode qui est la même que celle que vous avez dans le grenier qui vient de la grand-mère machin, celle qui est vendue 2000 €, chez vous elle vaut beaucoup plus cher. Alors dans l'appartement et dans l'immobilier, c'est amusant, c'est que l'attitude des contribuables elle est différente, elle est inverse. Elle est de dire ah non mon appartement est beaucoup moins bien. Donc il faut être juste un tout petit peu astucieux, et il y a une limite en deçà de laquelle l'administration n'admettra pas, mais il y a une limite jusqu'à laquelle elle peut admettre que si vous avez un bien que vous conservez de façon durable, ma foi, si vous appliquez tous les ans les coefficients d'augmentation du secteur dans lequel vous êtes, bon, l'administration est assez bonne mère. Et donc comment on fait alors pour trouver cette évaluation correcte, normale Si vous êtes en ville, c'est plus facile. Et là, vous avez tout un tas de sites. Vous avez meilleurs agents, par exemple. Donc, vous pouvez regarder. Vous pouvez même savoir que dans votre immeuble, il y a un appartement qui a été vendu. Vous avez un prix du mètre carré qui vous donne une référence. Mais on peut opposer ça à l'administration? Alors non, vous ne pouvez pas l'opposer. Non, vous ne pouvez pas l'opposer, mais l'administration, elle est obligée de procéder par une méthode dite par comparaison. Elle est obligée de déterminer des biens, intrinsèquement comparables, et à partir de ces comparaisons, définir la valeur. Est-ce qu'il y a une base de données pour le coup? Il y a une base, il y a la base bien, exactement. C'est la base bien, ou c'est la base, c'est celle qu'on utilise. Vous avez un nom en tête, c'est ça? Oui, mais c'est pas Trim. C'est pas Trim, c'est ça. Non, je sais pas si c'est ça. Qu'on appelle aussi, moi que j'appelle aussi la base bien, et qui est utilisée par les notaires. On peut aller dessus pour voir un peu. Exactement. Dans son quartier, dans sa ville. Et alors, vous voyez que l'administration, quand elle commence à vous redresser, elle aura tendance à prendre plutôt les valeurs les plus élevées, comparables, et vous les valeurs les moins élevées. Donc c'est pour ça que vous mettre dans un combat ou lancer un combat sur une sous-évaluation, ça vous coûtera des frais d'avocat, ça fera certainement plaisir à des avocats, mais je trouve que c'est un combat qui est relativement moyen. Et l'administration aussi, elle est assez sensible au fait que parfois,
parce que c'est l'histoire de vos déclarations. Vous êtes assez bas, mais si vous remontez justement en tenant compte des coefficients et vous remettez des petits coups de... Donc l'ajustement, il est d'avoir quelque chose de tranquille. Quelque chose de tranquille n'est pas forcément la valeur peut-être à laquelle vous vendriez un bien à son maximum. Mais si cette valeur tranquille est raisonnable, vous pourrez l'utiliser pour l'IFI, pour les donations et pour des successions. Voilà. Sans se faire gauler au moment d'une succession, d'une donation. Voilà. Et sur des taux qui sont à 45%, ça fait très mal, alors que vous avez un taux à 1,5 que vous avez essayé de gagner pendant des années, et à la succession, vous êtes au-dessus d'1,8 million, vous êtes sur des taux à 45%, c'est pas rentable. Ouais. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Autre précaution en sécurité, autre point d'attention en matière d'IFI pour l'optimiser. Les points d'attention, c'est les passifs. En fait, l'administration, ou du moins depuis l'IFI, on est devenu beaucoup plus sensible en passif. On a exclu un certain nombre de passifs. Il y avait un consensus... Les passifs sont les dettes. Les dettes, pardon, oui. Les passifs, donc les dettes, et notamment les dettes bancaires ou les dettes qui ne sont pas bancaires. Pour les dettes bancaires, il n'y a pas tellement de sujets. Vous avez le droit d'utiliser votre revenu, vos actifs, vos passifs, autant que vous le voulez. Là où c'est plus compliqué, c'est quand vous faites un choix entre prêt amortissable ou prêt in fine. En général, c'est amortissable, donc on est assez tranquille. C'est amortissable, mais vous avez énormément d'étrangers qui ont acquis des biens au travers d'une société civile, ou pas d'ailleurs, et avec des prêts in fine. C'était une espèce de modus vivendi tous les mois ou tous les trimestres. Et en fait, vous avez toujours la même dose de capital en face d'un bien dont la valeur peut évoluer d'ailleurs. Et donc ça, c'était un modus vivendi qui n'était pas totalement idiot pour permettre à des étrangers d'investir en France. Ça a été pas tout à fait supprimé. On dit maintenant que lorsque vous avez un emprunt in fine, vous calculez sa déductibilité comme si c'était un emprunt amortissable. Donc vous n'avez plus l'avantage de ce bloc figé pendant plusieurs années. Donc ça ne marche plus. Vous avez également une limitation, c'est que si vos dettes sont supérieures à 60% au-delà de 5 millions d'euros, vous avez un actif par exemple de 10 millions et vous avez des dettes pour 8 millions. Eh bien les dettes qui vont être au-dessus de 6 millions ne vont être imputables qu'à hauteur de 50% de leur montant. Donc ça c'est un sujet. Et il faut faire attention aux dettes que vous créeriez, ou du moins, et notamment dans le cas des prêts personnels et familiaux, des dettes que vous engageriez uniquement pour diminuer l'impôt. Ça l'administration elle n'aime pas. Les prêts familiaux, mal fagotés, pas d'intérêt, pas de remboursement, tout ça, ça ne va pas. Notamment, la particularité se voit plus particulièrement quand vous faites des ventes à vous-même. C'est-à-dire que vous avez un patrimoine immobilier qui, par exemple, a plus de... Une vente à soi-même. Une vente à vous-même. On se vend à soi-même. On se vend à soi-même. Vous avez un patrimoine immobilier qui est totalement amorti sur le plan fiscal, donc vous le détenez depuis plus de 30 ans, ou vous venez de le récupérer à l'issue d'une succession. Et la difficulté de votre patrimoine immobilier, c'est qu'il a un rendement, même si ça peut faire des montants intrinsèquement en valeur absolue forts, le rendement n'est pas forcément exceptionnel. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est vendre votre immobilier, en tout ou en partie, à une structure qui va le racheter, à sa valeur vénale, et qui va vous donner du cash au moment de l'achat, peut-être cash qui peut ne pas être taxé, donc vous allez pouvoir réemployer, soit faire de l'immobilier si vous le souhaitez, mais soit peut-être une structure qui lève de la dette. Et vous avez une structure qui lève de la dette. Alors, quand vous faites ce genre d'opération et que vous procédez à des crédits vendeurs, à des comptes courants d'associés, etc., l'administration est assez regardante là-dessus. Ah oui, ok oui. Voilà, et là, vous pouvez tomber dans l'abus de droit. Pour autant, j'aurais tendance à penser que si rien ne vous empêche de dispenser vos actifs comme vous le voulez, il n'est pas forcément idiot. Pour que ça passe alors auprès de l'administration, et pour pas qu'il y ait l'abus de droit, on finit là-dessus, il faut que... Il faut que ce soit des vraies valeurs déjà. Il faut que la valeur que vous mettiez ne soit pas contestable. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'optimisation ne va pas être sur une valeur sous-évaluée. Et il faut que vous ayez une démonstration, et ça se fait également par les documents sociaux, par les décisions du gérant, par les décisions de conseil ou d'assemblée, le cas échéant, qui démontrent pourquoi vous faites cette opération. Cette opération, sur le plan économique, elle devient plus amusante encore si, quand vous avez écrasé la valeur de votre immobilier, vous décidez de transférer à vos enfants sur une valeur nette qui est diminuée. C'est là où l'administration commence à grincer. Elle a tendance à penser que si vous faites cette opération-là, c'est uniquement pour écraser la valeur. D'éluder. Ben oui, mais en revanche, si vous achetez un bien en direct et que vous passez par une banque et que vous diminuez sa valeur et que vous le transmettez à vos enfants, là, elle ne dit rien. Donc il y a une petite contradiction dont on va voir ce que la jurisprudence va dire petit à petit. Allez, merci beaucoup. Explication finie. Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Barré et Associés. Merci. Merci. Salut.